Imaginez un mode entretien intégré à votre corps. Un mode qui, quand vous lui laissez de la place, peut calmer certains signaux inflammatoires, améliorer la façon dont vous gérez le sucre et aider vos cellules à faire du tri dans ce qui est usé. Et le plus étrange, c'est que ce mode ne se vend pas, ne se commande pas, ne se débloque pas avec un complément miracle. Il s'active surtout quand vous arrêtez de manger pendant un certain temps. Sur Vertu et Raison, on va parler aujourd'hui du jeûne intermittent et d'un phénomène fascinant qui va avec l'autophagie. Mais d'abord, une précision importante. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace pas un avis médical. Si vous avez une maladie chronique, si vous êtes enceinte, si vous prenez des médicaments ou si vous avez le moindre doute, parlez-en à un professionnel de santé avant de modifier votre alimentation. Restons simples. Le jeûne, ce n'est pas se punir, ni manger moins et souffrir. Le cœur de l'idée, c'est d'organiser vos repas dans une fenêtre plus courte et de laisser au corps une période sans apport calorique. Pourquoi ça change tout? Parce qu'un corps qui reçoit quelque chose à digérer toutes les 2 ou 3 heures n'a presque jamais de pause. Et sans pause, certains programmes biologiques restent en veille. Vous connaissez ce moment où vous avez enfin un week-end pour ranger l'appartement? Vous ne le faites pas quand des invités entrent toutes les 10 minutes. Vous le faites quand la porte est fermée et que vous pouvez vous y mettre. Eh bien, vos cellules fonctionnent un peu pareil. Quand vous fermez la porte de l'alimentation pendant un temps suffisant, elles peuvent consacrer davantage d'énergie à l'entretien, au recyclage, à l'optimisation. Je sais ce que certains pensent déjà. Si je ne mange pas, je vais manquer d'énergie. Mon métabolisme va se bloquer. Je vais faire une hypoglycémie. Je vais perdre du muscle. Ces craintes existent et elles ne sont pas idiotes. Mais chez la majorité des adultes en bonne santé, un jeûne raisonnable et progressif ne ressemble pas à une panne, plutôt à un changement de carburant. Pour comprendre, imaginez que votre corps ait 2 réservoirs. Le premier, c'est le glucose, le sucre disponible après les repas et stocké en petites quantités, notamment dans le foie. Le second, c'est la graisse stockée, beaucoup plus vaste. Quand vous mangez régulièrement, vous tirez surtout sur le premier réservoir. Et l'hormone qui orchestre cette gestion, c'est l'insuline. L'insuline, c'est un peu le chef d'orchestre du mode stockage. Elle aide à faire entrer le glucose dans les cellules et elle signale aussi, de façon générale, qu'il y a abondance. Quand elle reste élevée en permanence, ce n'est pas seulement une question de diabète, c'est aussi un contexte où l'organisme a plus de mal à puiser dans ses réserves et où certains processus de réparation sont moins actifs. Alors, que se passe-t-il quand vous espacez vos prises alimentaires? Dans les premières heures, votre corps termine le travail du dernier repas. Puis, progressivement, l'insuline baisse. Et cette baisse, chez certaines personnes, change beaucoup de choses. Moins de fringales, une énergie plus stable et parfois une sensation de légèreté parce que la rétention d'eau peut diminuer. Tout le monde ne ressent pas une transformation spectaculaire dès le premier jour. Mais beaucoup remarquent un point concret. Quand on arrête de grignoter, on arrête de relancer sans cesse le manège digestion-insuline-stockage. Et c'est là que le corps commence à devenir souvent plus économe et intelligent dans son utilisation de l'énergie. Après une dizaine d'heures sans manger, puis 12, puis 14, selon les individus, le corps augmente davantage l'utilisation des graisses comme carburant. C'est un basculement progressif, pas un interrupteur magique. Et ce basculement peut produire des molécules appelées corps cétoniques, utilisées notamment par le cerveau et le cœur comme source d'énergie. Pourquoi certaines personnes disent qu'elles pensent plus clairement quand elles jeûnent? Une hypothèse, c'est justement ce changement de carburant et la stabilité énergétique. Mais attention, si vous dormez mal, si vous êtes très stressé ou si vous commencez trop fort, vous pouvez aussi vous sentir vaseux. Le contexte compte. Et maintenant, la star du sujet, l'autophagie. Le mot fait un peu peur, mais l'idée est simple. Auto pour soi-même,
et phagie pour manger. En clair, c'est un mécanisme par lequel la cellule démonte et recycle certaines structures abîmées ou inutiles pour récupérer des matériaux et repartir plus propre. Ce n'est pas une croyance à la mode. Le prix Nobel de médecine a été attribué en 2016 au chercheur japonais Yoshinori Ohsumi pour ses découvertes sur l'autophagie. Autrement dit, ce n'est pas un concept Instagram, c'est de la biologie fondamentale. Est-ce que l'autophagie démarre à la 14e heure, pile? Non. Il n'y a pas de minuteur universel. Chez l'humain, l'intensité de ces processus dépend de nombreux facteurs. Votre dernier repas, votre activité, votre sommeil, votre masse musculaire, votre âge. Ce qu'on peut dire, c'est que plus la période sans apport est longue, plus certains signaux associés à l'entretien cellulaire ont de chances d'augmenter. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent « plus je jeûne longtemps, mieux c'est ». En réalité, mieux. C'est surtout mieux adapté. Un jeûne trop agressif peut vous épuiser, vous faire compenser par des excès ou devenir dangereux si vous avez des fragilités. Le but, c'est d'utiliser l'outil, pas de se battre contre son corps. Passons au concret. Si vous ne faites jamais de jeûne, l'étape la plus simple, c'est de commencer par un jeûne de nuit, sans même le dire comme ça. Vous dînez et vous repoussez juste le petit déjeuner. 12 heures, c'est souvent accessible. Dîner à 20 heures, premier repas à 8 heures. Vous avez déjà jeûné pendant votre sommeil. Quand ça devient facile, vous pouvez allonger doucement. 13 heures, puis 14. Et éventuellement, pour certaines personnes, 16 heures. Le format le plus connu s'appelle 16 heures sans manger, 8 heures pour vos repas. Par exemple, vous mangez entre 11 heures et 19 heures, ou entre 12 heures et 20 heures. À Paris comme à Bruxelles, c'est souvent plus simple quand la fenêtre se cale sur le déjeuner et le dîner. Et non, l'idée n'est pas de manger 3 feuilles de salade pendant 8 heures. L'objectif, c'est de garder une alimentation solide, complète, rassasiante. Parce que si vous réduisez trop vos apports, vous allez avoir faim, être irritable et finir par craquer sur du sucre rapide. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la physiologie. Voici une règle d'or. Le jeûne intermittent fonctionne beaucoup mieux quand vos repas sont construits pour stabiliser la glycémie. Ça veut dire des protéines de qualité, des légumes, des bonnes graisses et des glucides choisis. Un exemple très français, une assiette avec des lentilles, des légumes rôtis, un filet de sardines ou de poulet, un peu d'huile d'olive et un fruit en dessert. Deuxième règle, ne cassez pas le jeûne comme si vous sortiez d'une course. Évitez le premier repas, pain, pizza plus soda. Votre digestion, après une pause, apprécie la douceur. Commencez plutôt par quelque chose de simple, une soupe de légumes maison, des œufs, du poisson, un yaourt grec ou du fromage blanc, quelques noix, puis un vrai repas. Troisième règle, l'hydratation. Beaucoup confondent faim et soif. Quand vous jeûnez, buvez régulièrement. L'eau est la base. Pour beaucoup d'adultes, viser environ 1,5 à 2,5 litres sur la journée est un bon ordre de grandeur, à ajuster selon la chaleur, l'activité et les recommandations médicales. Et la grande question, est-ce que je peux boire quelque chose sans tout gâcher? Oui, souvent. Tant que vous évitez le sucre, les boissons caloriques et les petits trucs qui relancent l'appétit, vous restez dans l'esprit du jeûne. Le café noir peut convenir à beaucoup de personnes. 1 ou 2 tasses, sans sucre, sans sirop, sans crème. Le thé, notamment le thé vert, est aussi une option, tout comme les tisanes, menthe, verveine, camomille, gingembre. L'important, c'est de rester simple et non sucré. Petite astuce très pratique si vous débutez. Parfois, ce que vous prenez pour la faim est surtout de la déshydratation ou une légère baisse de sel. Un mal de tête, un coup de mou, des étourdissements en vous levant, ça peut arriver, surtout les premiers jours. Chez beaucoup de gens, boire un grand verre d'eau aide déjà. Et certaines personnes se sentent mieux
avec une eau minérale un peu plus riche en minéraux. Si vous avez de l'hypertension, une insuffisance rénale ou une consigne médicale sur le sel, ne changez rien de votre côté. Demandez conseil avant de modifier quoi que ce soit. Maintenant, parlons des erreurs classiques, celles qui font dire « le jeûne, ça ne marche pas sur moi ». Première erreur, commencer trop fort. 16 heures du jour au lendemain alors qu'on grignotait jusqu'à 23 heures. C'est comme courir un semi-marathon sans entraînement. Deuxième erreur, compenser. J'ai jeûné, donc je mérite un énorme dessert. Le corps n'a pas de tableau de points. Si vous transformez la fenêtre alimentaire en festival d'ultra transformés, vous réduisez une bonne partie des bénéfices. Troisième erreur, oubliez le sommeil. Si vous dormez 5 heures, la faim est plus intense le lendemain et votre gestion du sucre est souvent moins bonne. Le jeûne n'est pas une baguette magique qui efface une nuit blanche. Quatrième erreur, négligez le mouvement. Je ne vous parle pas d'être un athlète. Une marche de 20 à 30 minutes, surtout après un repas, peut déjà aider la glycémie et la digestion. Et la question qui fâche, est-ce que je vais perdre du muscle ? Si vos apports en protéines sont insuffisants, si vous êtes très âgé et fragile, ou si vous jeûnez de façon prolongée sans encadrement, le risque existe. Mais avec un jeûne intermittent modéré, une alimentation correcte et un peu de renforcement musculaire, beaucoup de personnes maintiennent très bien leur masse maigre. En revanche, il y a des situations où le jeûne peut être dangereux. Je veux être très clair, si vous êtes diabétique et que vous prenez de l'insuline ou des médicaments qui font baisser la glycémie, vous ne devez pas improviser un jeûne. Le risque d'hypoglycémie peut être sérieux. Même prudence en cas de troubles du comportement alimentaire, de grossesse, d'allaitement, de sous-poids, de dénutrition ou de maladies aiguës. Et si vous avez une pathologie cardiaque sévère, un infarctus récent, une insuffisance rénale ou toute situation médicale complexe, l'avis médical est indispensable. Et les jeûnes longs de plusieurs jours, ils existent, ils sont étudiés. Mais sur vertu et raison, on privilégie la méthode durable et sécurisée. Les jeûnes prolongés ne devraient pas être tentés sans encadrement parce que les risques augmentent. Malaise, baisse de tension, fatigue marquée et reprise alimentaire mal gérée. Maintenant, j'ouvre une parenthèse importante, parce que c'est un sujet sensible et souvent mal compris, le cancer. Vous avez peut-être vu des titres affirmant que le jeûne affame les tumeurs. C'est une simplification dangereuse. Ce que la science explore de façon beaucoup plus nuancée, c'est l'idée que certaines stratégies proches du jeûne, comme le jeûne intermittent court ou des régimes mimant le jeûne, pourraient, chez certains patients et dans certains contextes, améliorer la tolérance à certains traitements. Dans quelques études, on observe parfois moins de fatigue ou une meilleure tolérance, mais ce n'est pas une règle générale et ce n'est jamais un remplacement des traitements. Pourquoi cela intéresse les chercheurs? Une hypothèse est que, pendant une période de restriction, certaines cellules saines adoptent un mode plus protecteur, tandis que certaines cellules tumorales deviennent plus vulnérables à certains stress. Mais encore une fois, hypothèse, contexte précis et prudence absolue. Le point le plus important, c'est celui-ci. Beaucoup de personnes touchées par un cancer sont déjà à risque de perte de poids, de perte de muscles, de dénutrition. Dans ce cas, jeûner sans contrôle peut aggraver la faiblesse et compliquer le traitement. Donc si vous êtes concerné ou si un proche l'est, ne faites rien seul. Parlez-en à l'oncologue et à l'équipe nutritionnelle. Revenons aussi au quotidien, travail, enfants, transport, invitation. Le jeûne intermittent n'a d'intérêt que s'il tient dans votre vraie vie. Si vous avez un déjeuner d'équipe à 12h30, mettez votre fenêtre alimentaire autour de ce moment. Si au contraire, vous dînez tôt, vous pouvez avancer la fenêtre. La flexibilité est une force. Ce sont les habitudes sur la durée qui comptent, pas la perfection un mardi soir. Revenons à la vie réelle. Comment tester le jeûne intermittent de manière intelligente, sans extrême? Je vous propose une progression simple sur 2 semaines. Semaine 1.
Visez 12 heures sans manger, la plupart des jours. Vous dînez un peu plus tôt, vous évitez le grignotage tardif et vous décalez légèrement le premier repas. Pendant la fenêtre alimentaire, faites des repas complets, pas du picorage. Semaine 2, 2 ou 3 jours seulement, passez à 14 heures. Observez votre énergie, votre humeur, votre sommeil. Si vous avez des vertiges, si vous compensez par des excès, revenez à l'étape précédente. Et ensuite, si tout va bien, vous pouvez essayer 16 heures, 1 à 3 fois par semaine. Pas plus. Ce n'est pas une compétition. Le but est d'obtenir des bénéfices sans créer de stress chronique. Et si vous faites du sport, écoutez vos signaux. Pour une marche, du vélo tranquille ou une séance légère, beaucoup se sentent bien à jeun. Pour des efforts très intenses, en revanche, certaines personnes récupèrent mieux en plaçant l'entraînement dans la fenêtre alimentaire avec un repas contenant protéines et glucides de qualité. Là, il n'y a pas de dogme. Il y a votre corps, votre sommeil, votre récupération. Un dernier détail qui change tout. Ce que vous faites juste avant votre jeûne. Si votre dîner est très sucré, vous risquez d'avoir faim le lendemain matin. S'il contient des protéines, des légumes, un peu de bonne graisse, beaucoup de gens trouvent le jeûne étonnamment facile. Alors, au fond, qu'est-ce que le jeûne intermittent apporte ? Pour beaucoup, c'est une façon de sortir du grignotage permanent, de calmer les montagnes russes du sucre et de redonner au corps des moments où il peut se consacrer davantage à l'entretien. Et l'autophagie dans tout ça ? Pensez-y comme à un atelier de réparation qui profite de la fermeture du magasin pour démonter les machines fatiguées, récupérer les pièces encore utiles et jeter ce qui gêne. Vous ne nettoyez pas votre corps comme une serpillière. Vous lui donnez surtout du temps. Et parfois, c'est ça qui manque le plus. Si vous ne deviez retenir que 3 idées, retenez celles-ci. 1. Commencez petit et progressez. 2. La qualité des repas compte autant que la durée du jeûne. 3. La sécurité d'abord, surtout si vous êtes sous traitement ou fragile. Prenez ce sujet comme un outil de santé, pas comme une règle morale. Avec vertu, oui, mais aussi avec raison.